Plusieurs casquettes, voilà. Ah, c'est un plaisir, les gens vont te découvrir sur Plusieurs voilà, angles. plusieurs angles. Peut-être connaître des choses qu'ils ne savaient pas et me voir peut-être voilà, d'une Justement. autre manière. Je pense que ça Exactement. sera un plaisir. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Talian TV, à cœur ouvert, Old Fragonard, un Exactement. reportage signé Michael Mood, Daria Lozolo, Flo Dandelo. C'est maintenant. Old Fragonard, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans À cœur ouvert. c'est un plaisir. C'est un grand plaisir aussi pour nous de t'avoir dans cette émission. Et je pense que tu es prêt à nous ouvrir ton cœur finalement. Je pense. C'est un plaisir. On va commencer avec la première question. Old Fragonard, juriste, entrepreneur, Oui, plusieurs casquettes, justement, Exactement. comme tu te définis toi-même. Est-ce que j'ai bien défini déjà? Est-ce que j'ai bien défini Old Fragonard? c'est ça. Aude Fragonard, juriste Entrepreneur, et juriste. entrepreneur multi-casquette. Ah, je reçois aussi beaucoup de juristes dans mon émission. J'ai commencé par Loïc Diembo, Juriste Et- en droit public. Herman Dinamona, et concernant. ensuite j'ai une troisième juriste. Voilà. Et pourquoi d'avoir fait le choix du droit, justement? Droit public, je pense que c'était pas vraiment un choix voulu au départ. Je suis cette personne un peu qui a pas mal de facilité. Donc j'ai été dans une branche, au début j'étais en management et du management je suis passée au droit public et je commençais à apprécier. On commence par une licence, après un BTS. Et la licence, étant donné que j'avais de très bonnes notes, je me suis dit pourquoi pas continuer en master et terminer. Puis au final on se rend compte que c'est toujours un plus d'avoir des notions en droit. Intéressant. Franco-congolaise. Franco-congolaise. Tu as d'ailleurs fait une partie Oui. de tes études en France. Au Congo aussi, parce que Au Congo aussi, je suis voilà. partie à 13 ans. Je parle d'une partie, donc une C'est petite ça. partie au Congo C'est et ça. puis la plus grande partie justement en Exactement. France. Comment ça se passe finalement ce déplacement? Je pense qu'au Du début, Congo. au début, c'est pas facile parce que je suis née à Brazzaville, grandi à Brazzaville. Je suis partie à 13 ans et je pense que quand je suis partie, je devais pas réellement partir. Donc c'est un peu du genre, tu pars en vacances et tu te retrouves à rester là-bas pour des raisons personnelles. Donc je pense que quand un enfant est déjà habitué, a déjà des habitudes et a déjà son petit cocon, c'est souvent très compliqué de voyager et de se retrouver ailleurs. Mais au final, on s'adapte très rapidement. Mais après ça, je suis quand même revenue après mes études. Et c'est le cas, je suis là à côté de toi. Super. Je vais parler d'un concept, Oui. un mouvement qui t'accompagne aujourd'hui depuis pratiquement 4 ans, si j'ai bonne note. Koyeba Koluka. Koyeba Koluka, c'est depuis 1 an. Depuis 1 an. Depuis 1 an. Ma société à moi, concernant mes activités en tant qu'entrepreneur, c'est depuis 4 ans, effectivement. Justement. Donc, Mais Koyeba Koluka, c'est depuis 1 an. alors, c'est quoi exactement Koyeba Koluka? Pourquoi l'avoir créé, justement? C'est un mouvement, donc un concept que j'ai développé pour apporter de l'information à nos jeunes, pour essayer de créer une mise en relation et favoriser un réseau. Parce que je me dis qu'on manque beaucoup d'informations et qu'on manque beaucoup de mentors. Donc, on a du mal un peu des fois à se repérer. Donc, pourquoi pas que ce soit comme un espèce de collaboration où des personnes se rencontrent et plus précisément des jeunes, parce que la plupart de ces personnes-là sont des jeunes qui viennent et qui sont un peu désorientés et qui arrivent peut-être à avoir des réponses à leurs questions. D'où l'intérêt d'avoir créé Koyeba Koluka. Et on sait très bien que si on traduit, ça veut dire savoir chercher. Ça va savoir chercher dans le milieu professionnel, dans le monde du travail, comment se motiver, parce qu'on sait très bien que être motivé, en étant au Congo, c'est très dur. Exactement. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, donc après Exact. tes études. Après mes études, oui. Pourquoi l'avoir fait? Mais surtout, tu as entrepris aussi en France. Comment ça se passe là-bas Oui. aujourd'hui par rapport à ton entreprise qui a son siège encore
en qui a France. toujours son siège en France et qui fonctionne. Moi, je dirais plutôt que c'est vraiment pas facile. Entreprendre, on le fait souvent parce qu'on pense qu'il y a un besoin, mais aussi parce que des fois, on a des portes qui ne s'ouvrent pas. Donc, on se dit pourquoi pas se débrouiller tout seul et essayer peut-être de faire quelque chose parce que qui tente rien n'a rien. D'où l'intérêt pour moi d'avoir créé ma structure en 2018, mais je l'ai créée à travers un projet professionnel. Ça veut dire que quand je sortais d'école, je ne savais même pas c'était quoi être entrepreneur. Je savais pas réellement ce que je voulais faire. Et c'est en faisant des stages, en étant bénévole dans une administration publique française, que je me suis dit que je vais créer ma société. Et honnêtement, je suis pour ces personnes qui disent que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose facile. Arrêtons de vendre du rêve à nos jeunes et qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire derrière. Donc c'est vraiment un choix réfléchi. Justement, tu parles de sacrifice. Oui. Quand tu te vois 4 ans avant, par rapport à la concrétisation de ton projet, de ce Il y a que de tu as l'évolution. entrepris, Il y a de est-ce qu'il y a de l'évolution. l'évolution? Exact, Est-ce qu'il y a un peu exact, d'évolution, justement? exactement. Il y a de l'évolution parce que en 2018, ce n'était qu'un projet. J'ai, au fur et à mesure, j'ai pu juridiquement exister, donc être considérée comme une société, parce que moi, quand je me suis lancée, ma société a été déclarée comme société. Tu as d'autres personnes qui se déclarent en France, on a plusieurs statuts. On a des statuts où on dit qu'on est auto-entrepreneur, on est en société, où on est peut-être du coup actionnaire, etc. Il y a plusieurs statuts, mais moi, pour ma part, j'étais déclarée en société. Et j'avais déjà bien réfléchi avant parce que je me suis renseignée. Et quand j'ai commencé en 2018, je travaillais de chez moi. Ça veut dire que j'étais une société sans avoir un siège et j'étais encore à l'époque dans un appartement étudiant. Aujourd'hui, on est en 2022, ça fait plus d'un an que j'ai un bureau et que j'ai eu même à embaucher des personnes qui travaillent avec moi. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'évolution derrière. Super. La différence des réalités. Tu as eu la chance, toi, aujourd'hui, de commencer dans un pays où le climat est assez favorable. Et au Exactement, Congo, on sait que c'est pas trop la même chose. c'est vrai. Tu vas dire quoi à ces jeunes-là qui veulent faire comme toi? Mais je vais pas parler de chance, non. Mais qui peut-être n'ont pas eu, qui n'auront pas Oui. le même parcours que toi. Ces personnes qui De veulent faire commencer comme peut-être en France. moi, Qu'est-ce que tu leur diras par rapport aux je ne réalités? conseille pas aux personnes de commencer en France. Hmm. Moi, j'ai commencé en France. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas aux gens d'aller commencer en France pour ensuite commencer au Congo. Tout dépend de comment tu sens ton projet. Je pense que chacun, nous avons une vision d'un projet. Aujourd'hui, si on envisage de faire quelque chose, c'est toi qui connais ton projet. C'est toi qui connais tes produits. C'est toi qui connais les services que tu veux proposer. Tout dépend après du pays où tu évolues. Admettons que tu évolues au Congo et je pense qu'au Congo, l'environnement n'est pas encore propice pour que des personnes puissent se dire je vais réussir dans l'entrepreneuriat. Je dis pas que nous n'avons pas d'entrepreneurs parce que je vois qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui se développent, mais beaucoup sont dans l'informel et peu sont dans le formel. Mais ces personnes qui sont dans le formel, je pense qu'ils devraient plutôt communiquer sur comment ils ont fait pour arriver peut-être à un stade où ils arrivent à voir qu'il y a une évolution. Parce que je pense que des entrepreneurs qui réussissent au Congo et qui sont réellement reconnus juridiquement au Congo, il y en a très peu. Mais malheureusement, ces personnes, est-ce qu'elles nous expliquent vraiment comment elles arrivent à avancer ou elles sont plutôt sur devenir entrepreneur parce que moi j'ai réussi? Donc c'est quelque chose à voir, mais je pense qu'après, il faut travailler la chose, il faut surtout pas abandonner. Si on a un projet, on pense que ça en vaut la peine. C'est vrai que c'est pas parce que le Congo n'est pas, pour moi, assez favorable concernant l'entrepreneuriat qu'il faut abandonner. Si on a quelques personnes qui arrivent à s'en sortir, c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire. Mais je pense qu'il faut prendre son temps pour entreprendre au Congo, tout simplement. Il Alors, faut y aller pas à pas et peut-être même être salarié à côté, mettre un peu d'argent et commencer à faire son business petit à petit et pourquoi pas évoluer ailleurs. Lotus Service, Oui, c'est quoi? Pourquoi l'avoir lancé? Lotus Service, c'est une société déjà qui a comme activité principale l'administratif. Ça veut dire qu'au niveau de Lotus Service, nous gérons des formalités administratives pour les personnes. Et c'est vrai qu'en majorité, j'ai beaucoup de personnes étrangères qui, admettons, quelqu'un quitte le Congo, il arrive en France et il ne sait pas comment s'y prendre, comment avoir un titre de séjour, comment être en règle, qui voir, quelle institution rencontrer pour demander un accompagnement, ce genre de choses. Et Lotus Service intervient pour gérer les formalités pour cette personne, admettant, qui vient en France et qui souhaite s'intégrer. Mais ce sont des services parmi tant d'autres parce qu'il n'y a pas que de l'administratif. Il y a également du juridique et un peu de communication et de marketing. D'accord. Quand tu reviens Oui. au Congo Brazzaville,
tu ne choisis pas Brazzaville, mais tu reviens sur Pointe-Noire. Effectivement. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce qu'à Pointe-Noire, tu t'es dit que Oui. ça sera encore plus facile ou les avantages, voilà, tu t'es dit que Brazzaville, c'est à la maison, c'est chez moi. J'ai grandi à Brazzaville, j'ai tous mes repères. Je suis plutôt le genre de personne qui aime bien tâter de nouvelles choses. Donc je me suis dit, Pointe-Noire, je suis allée 2-3 fois, j'étais toute petite. Pourquoi pas aller quelque part où on ne me connaît pas, où peut-être il faudrait que je fasse mes preuves pour aussi avoir une idée de quelle est la mentalité à Pointe-Noire. Et au final, on va dire que j'ai eu mon coup de cœur et depuis, c'est Pointe-Noire. Ok. J'aimerais bien qu'on revienne sur Koyeba Koluka. Oui. Alors, qu'est-ce que Koyeba Koluka, en une année, Oui. a déjà peu réalisé, mais quelle est la vision à longue portée de ce mouvement-là? Bah, je tiens à préciser que Koyeba Koluka, c'est moi toute seule qui ai pris cette initiative et qu'il n'y a pas forcément des personnes derrière qui accompagnent en fait cette vision. L'idée déjà dans un premier temps, c'est d'apporter de la motivation via les réseaux sociaux, encourager nos jeunes, échanger avec nos jeunes pour comprendre en fait ce qui se passe au plus profond d'eux. Après, je ne peux pas dire que je peux apporter des solutions, mais je pense que je peux apporter une sorte d'entraide, construire une entraide entre nous, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que les Congolais ne travaillent pas entre eux ou n'arrivent pas à collaborer, mais je pense que si effectivement c'est possible, et à travers Koyeba Koluka, je mets en place de la mise en relation. Toutes ces conférences, enfin j'appelle pas vraiment ça des conférences, mais plutôt ces rencontres qui se font au niveau de Koyeba Koluka, que j'ai eu à faire à peu près 3-4 fois, ces rencontres favorisent en fait de la mise en relation et je pense que je donne un accès à ces jeunes-là de quand même se dire je vais développer mon réseau. Pourquoi je vais aller assister à Koyeba Koluka? Parce que là-bas, je peux rencontrer peut-être monsieur X qui est directeur, monsieur Intel qui est manager et peut-être que je peux déposer mon CV ou ma lettre de motivation, qui sait, ou échanger avec des personnes que je vois peut-être que sur les réseaux sociaux et que je peux voir en vrai et pourquoi pas me vendre. C'est cette mise en relation que je propose, sachant que Koyeba Koluka, c'est des campagnes de sensibilisation. Je sensibilise au monde professionnel. Je dis pas à mes jeunes de venir pour leur montrer comment on peut entreprendre, mais plutôt pour qu'ils échangent avec des professionnels et d'autres personnes pour qu'ils comprennent en fait que entreprendre c'est pas forcément évident et comment se comporter aussi dans le milieu professionnel. Et Koyeba Koluka, c'est gratuit. Ça veut dire que tu viens écouter, tu n'as rien à perdre. Et je pense que chacun repart au moins avec un minimum d'informations, voire peut-être voilà, un nouveau réseau à disposition. Est-ce que tu penses que le projet a été bien accueilli aussi par les entrepreneurs de la place? Est-ce qu'ils t'accompagnent aussi? Est-ce que tu as pu tisser quelques relations ici à Pointe-Noire? C'est pas un projet pour accompagner des entrepreneurs. Je ne demande pas l'avis de quelqu'un pour venir soutenir. Je ne dirais pas que j'ai besoin d'un soutien, mais je pense que c'est pas quelque chose que je vends. Je pense que je le fais ouvertement. C'est comme quand il y a un événement ou un concert public, libre à qui de droit vient s'asseoir et écouter s'il a envie d'écouter. Donc moi, je le fais parce que je pense que l'intérêt pour moi, c'est de partager des informations que j'ai, de partager mon réseau avec d'autres personnes sans pour autant avoir un intérêt derrière. Et j'ai été agréablement surprise que des entrepreneurs de la place ou aussi d'autres jeunes se soient associés au projet et beaucoup en redemandent. Malheureusement, Koyeba Koluka, ça prend du temps. Ça veut dire que je suis encore en train de construire la chose parce que derrière, par exemple, j'ai envie de mettre en place une cagnotte pour développer un projet. Mais ça demande pas mal de finances, oui, de finances aussi, d'accompagnement, parce qu'organiser des campagnes, on le voit comme ça, mais c'est déjà beaucoup d'énergie, mais également aussi de l'argent qu'on dépense, parce qu'on a quand même un lieu à disposition. Et pendant ces événements, je fais en sorte que les personnes qui viennent écouter, ou en tout cas se créer un réseau, aient de quoi quand même manger et boire. Et c'est aussi un moyen à travers les médias. Je sollicite s'il y a des personnes ou des partenaires qui seraient intéressés, qu'ils se joignent directement du coup à l'équipe pour avoir plus d'informations. Super, Aude Fragonard, c'était un plaisir dans cette première partie. Plaisir partagé. On va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission. Exactement. On va pas parler de l'entrepreneur que vous êtes, on va parler de la personne. D'accord. Aude Fragonard, merci beaucoup. Merci à toi. Dans la deuxième partie. Monsieur Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous avez connu Aude Fragonard? Bon, je dirais d'abord au tout départ, Aude, c'est une sœur.
c'est ma cousine, que j'aime beaucoup, que je soutiens beaucoup. En gros, l'avoir connue, c'est la famille, en fait. C'est la famille et j'apprécie bien ce qu'elle fait parce que c'est une fille très enthousiaste, dévouée, qui vraiment se démarque de plusieurs filles, qui vraiment s'accorde assez d'importance pour pouvoir développer ce qu'elle connaît, ce qu'elle a dans sa tête, pour pouvoir partager avec tout le monde. En tout cas, ce côté, je suis très flatté et je suis beaucoup content pour elle. Qu'est-ce que tu penses d'elle en tant que personne? Est-ce que tu es une bonne personne? Non, non, non. En tant que personne, Aude, c'est une personne très sincère, ouverte d'esprit, courtoise, aimable et très gentille, vraiment. Qu'est-ce que je lui souhaite pour la suite de ce qu'elle fait? Comme tout frère, comme tout frère, je souhaite que du bonheur pour ma sœur. J'aimerais la voir réussir comme, comme moi et partager des bons moments, pourquoi pas fêter ça à la longue. À la longue. C'était un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir dit ce que vous pensez de Haute-Fragonard. Merci. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Louis Google, bonjour. Bonjour Célio. Alors, qu'est-ce que tu penses de Haute-Fragonard? Alors, Haute-Fragonard est une dame, je veux dire, très sympa, très ouverte. Elle est aimable. Lors de notre première rencontre, c'était lors d'une campagne de sensibilisation, Koye Bakoluka, où j'étais l'un des jeunes qui ont été pris par ce programme. Et depuis lors, voilà, on a tissé un lien vraiment, je veux dire, un lien étroit. Et je pourrais dire tout simplement que c'est une dame vraiment aimable, en fait, avec qui on peut facilement coopérer. Alors, qu'est-ce que tu lui souhaites finalement dans tout ce qu'elle entreprend? Tu lui souhaites quoi? Qu'est-ce que je lui souhaite? Bah, je peux que la souhaiter le meilleur dans tout ce qu'elle fait, dans ses activités. Et voilà, bon vent à elle. Et voilà, que des bonnes choses, en fait. Merci, Louis Google. Haute-Fragonard, encore une fois, merci. C'est un plaisir. On a déjà on passé continue. Un petit moment là. Continuons la deuxième partie. Justement, voilà. On va y aller. Aude, comment tu te définis en tant que personne? Quel genre de personne es-tu, si vous parlez? Je dirais une personne atypique parce que j'ai cette facilité à endosser plusieurs casquettes, ce qui n'est pas toujours évident. Donc plutôt atypique et hyperactive. Je pense que ça se remarque très vite dans ce que je fais, dans mes activités, voilà. Plutôt atypique et hyperactive comme personne. Alors, s'il faudrait nous parler un peu de tes journées. Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais la journée et tout ça là? Alors déjà, quand je me réveille, la première des choses, c'est déjà regarder mon téléphone professionnel pour déjà voir si j'ai des clients qui ont essayé d'appeler, qui ont envoyé des messages. Parce qu'on a souvent des clients qui oublient souvent les heures d'ouverture et qui vont peut-être écrire un peu plus tôt. Donc, première des choses pour moi, c'est directement quand j'ai les yeux ouverts, mon téléphone professionnel, je dois l'allumer parce que bientôt ce sera l'heure pour commencer à répondre aux appels. Et ensuite, bien sûr, mon téléphone privé pour voir si j'ai pas loupé des appels importants, des messages, etc. Mais première des choses, on est en 2022, c'est vrai qu'on a l'ère du numérique. Forcément, on pense téléphone. Donc téléphone, je check mes réseaux sociaux, je check tout. Réseaux sociaux, professionnels, privés, allumer mon téléphone professionnel, allumer mon téléphone privé. Et puis voilà, avant de me lever et puis commencer à dire, OK, une fois que je vois tout ça, il y a la petite prière aussi qui va avec. Donc voilà, parce qu'on a bien dormi. Et voilà, après la journée commence, prendre sa douche. En général, je prépare mes vêtements la veille. Donc tout est déjà repassé. Et voilà, et puis après, la journée commence. Okay, super. Voilà, j'ai vu plusieurs vidéos de toi, même sur ton Facebook. Il y en a celles qui m'ont un peu tiqué, comme celle-là, quand tu parlais un peu de reconnaître un peu le meilleur de la personne qu'on peut être. Oui. C'est quoi pour toi? Comment faire pour découvrir la meilleure version? C'est vrai que sur ma page Facebook, j'ai tendance à essayer de motiver les personnes. Je veux pas que les personnes viennent sur ma page uniquement pour voir que du beau, si on peut dire ça. Mais voilà, j'essaie d'attirer l'attention en mettant des petites phrases d'accroche, des petites citations, pour que ça puisse motiver des personnes, parce que je me suis rendu compte souvent qu'en inbox, il y a des gens des fois qui réclamaient « Ah, mais vous n'avez pas mis une phrase aujourd'hui, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas posté ».
Et voilà, je travaille beaucoup sur le développement personnel parce que moi-même, déjà, je pense qu'avant même d'entreprendre, j'étais déjà une personne très réservée et très timide et j'ai dû briser certaines barrières parce qu'à un moment donné, si on veut vendre, si on veut faire les choses, on est obligé du coup d'être une meilleure version de soi-même. Et être une meilleure version de soi-même, c'est travailler dessus tous les jours, c'est s'auto-former, ce que moi je mets beaucoup en avant parce qu'il faut apprendre tous les jours. On n'apprend pas qu'à l'école, on n'apprend pas que sur le terrain, mais il faut se former au quotidien parce que les choses accélèrent tellement vite qu'il faut être à l'affût voilà, des nouvelles, de ce qui se passe, de son environnement, comment il évolue. Donc voilà, être une meilleure version de soi-même, c'est travailler sur soi tous les jours et il n'y a pas de durée pour ça. Pour moi, c'est illimité. On travaille sur soi tous les jours. On peut être une nouvelle personne tous les jours. Et voilà, il n'y a pas de « je suis en retard ». Personne n'est en retard. Tu te lèves un matin, tu peux changer les choses. Tout simplement, voilà. Super. Ah, oui, j'aime bien cette réponse-là de la version différente de soi-même. Alors, j'aime bien poser cette question, je l'aime bien, je pose toujours cette question-là dans les acquis ouverts. Oui. La réussite, ça s'apparente à quoi? La réussite, je pense que je suis très mal placée pour parler de réussite parce que je n'ai pas encore réussi. Je suis encore en train de me battre. Pour moi, je pense, selon moi, parce que je pense qu'on a tous un avis différent de c'est quoi la réussite. Pour moi, déjà, la réussite, c'est déjà s'en sentir heureux. Pour moi, la réussite, ce n'est pas que financier. Pour moi, la réussite, ce n'est pas quelqu'un qui a le plus d'argent. Parce qu'on peut avoir le plus d'argent, être PDG de 10 entreprises et être très malheureux dans sa vie. Et pour moi, la réussite, ça commence déjà par le bonheur. Est-ce qu'on se sent heureux dans ce qu'on fait? Est-ce que quand on se lève le matin et qu'on gagne peut-être 50 000 francs CFA par mois, est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que c'est assez pour, du coup, gérer ses charges et payer ses factures? Pour moi, ça part de là, la réussite. Plutôt, pour moi, la réussite, c'est déjà de remarquer une évolution. Dès lors où il y a une évolution de quand on a commencé, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans et autres, et qu'on se voit aujourd'hui, on se dit « Ah, avant-hier, j'étais à pied. Aujourd'hui, j'ai de quoi prendre un taxi. Demain, j'ai de quoi acheter une voiture. Aujourd'hui, j'ai ma petite famille. J'arrive à voir mes enfants. Ah, j'étais locataire, je suis devenue propriétaire. » Pour moi, c'est ça la réussite. En fait, c'est des petites étapes, en fait, au final, des sortes de récompenses au fur et à mesure. Comme on dit, le bonheur se cache dans des petites choses. Exactement. Et chacun, je pense, a une définition personnelle de la réussite. Tu as parlé d'argent tout à l'heure. Comment tu l'aperçois, l'argent, pour toi? Pour moi, l'argent est un plus. Je dis pas que l'argent n'est pas important parce que je pense que l'argent est important et c'est le nerf de la guerre. Hein. Ça divise des familles, ça divise des personnes. L'argent, c'est important parce qu'on a des charges, parce qu'on doit manger, parce qu'on doit s'habiller, parce que si demain on a des problèmes de santé, on a besoin d'argent pour aller se faire soigner. Mais pour moi, l'argent est un plus parce que l'argent ne fait pas toujours le bonheur. On connaît beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent mais qui sont très malheureux. Donc pour moi, l'argent, c'est important. C'est un plus pour améliorer certaines choses. Mais ce n'est pas parce que on n'a pas assez d'argent que l'on devrait être malheureux ou pleurer tous les jours. Je pense que dès lors où on arrive quand même à ne pas être dans la rue, à avoir de quoi manger, à avoir un toit où dormir, c'est déjà le début du bonheur. Aude, est-ce que tu as même dans la vie, est-ce que tu as rencontré des moments difficiles, des moments où tu te dis j'en rencontre tout le temps. Tout le temps. Là, je vais arrêter, tu vas peut-être pleurer, tu te tout dis, le temps. vraiment, là, c'était Des moments compliqué. difficiles, je rencontre tout le temps parce que pour moi, la vie, elle est faite de surprises. J'ai pleuré énormément de fois où ma société, j'ai dit j'en ai marre, je vais arrêter, j'ai trop de choses à gérer, j'ai trop de charges à gérer, c'est très compliqué. Mais au final, quand tu réfléchis, tu te dis est-ce que ça en vaut la peine avec tout ce que j'ai construit? Et en fait, pour changer d'avis, pour ne pas arrêter, en fait, je m'assois et je me dis regarde-toi il y a 3-4 ans et regarde-toi aujourd'hui. Si tu as pu le faire et que tu n'es pas morte, c'est que tu peux continuer en fait. Même si c'est pas évident, tu dois le faire. J'ai eu des périodes où j'ai gagné de l'argent, des périodes où j'en ai perdu, des moments de doute, des fois des périodes, mais c'est pas pour autant que je vais baisser les bras parce que je sais où je vais. Après, il y a des opportunités qui peuvent se présenter dans une vie. Je sais pas si je serai tout le temps entrepreneur, mais pour l'instant, je me sens bien dans cette casquette. Et pour ma part, quand je travaille avec d'autres sociétés, j'exige en disant je veux être consultante et pas salariée. Donc ça montre qu'il y a quand même une continuité. Mais effectivement, pour moi, des barrières, il y en a tout le temps. Parce que aujourd'hui, je peux péter la forme, toucher le million, et demain peut être le contraire. On connaît beaucoup de personnes qui ont fait faillite, des grandes personnalités qui se sont retrouvées à zéro et qui étaient obligées de recommencer. Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur, les échecs ou de perdre. Le plus important pour moi, c'est de continuer à se battre.
tout simplement. C'est un combat, donc voilà, exactement. Et je pense qu'il faut le faire maintenant parce que, bah, écoute, la vie est courte. On ne tente rien à rien, donc on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Voilà. Super. La famille, qu'est-ce que la famille représente pour toi? Bah écoute, la famille pour moi représente beaucoup de choses. Pour moi, la famille, c'est très très important. Moi, je suis une personne qui fonctionne beaucoup avec le soutien de mes parents, beaucoup avec le soutien de mes frères et sœurs. Donc pour moi, la famille, ça compte énormément. Quand, admettons, j'ai un petit coup de barre, je suis énervée, je suis fatiguée, j'ai des soucis, directement, j'appelle ma famille et c'est avec eux que j'échange. Donc pour moi, la famille, c'est un soutien. Après, c'est très très dur aussi parce que quand j'ai commencé, ma famille ne voyait pas ce projet. Aujourd'hui, je pense que si j'avais écouté ma famille, je serais peut-être pas où je suis. Parce que des fois, on doute du projet. T'es sûr que ça va marcher? T'es sûr? Mais pourquoi tu te tracasses? Tu peux aller travailler là-bas. Donc, je pense que la famille joue énormément, mais la famille ne va pas influencer mes choix. Parce que je pense qu'on est soi-même responsable de ses propres choix. Si la famille nous appuie, tant mieux. Mais c'est important quand même d'avoir quand même, on va dire, cet accompagnement-là. Parce que bon, ça reste le sang. Donc, quand un père ou une maman parle, on connaît peut-être sa décision, mais on écoute toujours et sur le côté, on se dit ah, on m'a quand même prévenu, donc on essaie de trouver un juste milieu. Donc alors, la famille, c'est important. Alors, tu as parlé de tes parents tout à l'heure. Oui. Tu leur diras quoi aujourd'hui? S'il faudrait leur dire un mot comme ça, saluer. Bah déjà, je remercie mes parents tous les jours. Peut-être que je leur dis jamais assez, parce que voilà, aujourd'hui devant toi. Bah écoute, j'ai juste envie de dire merci papa, merci maman de toujours me soutenir, que ce soit psychologiquement, voilà, d'être toujours présent tout simplement. Dieu merci, mes parents sont encore en vie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leurs parents très tôt. Et je pense que j'ai un message à faire passer, c'est écoutez, si vos parents sont en vie, profitez de vos parents, parce qu'on n'a qu'un papa et une maman qu'une fois. Et c'est quand ils sont plus là qu'aux limites on se dit mince, j'ai pas passé assez de temps avec eux. Justement, en parlant de la perte de ses parents, tu fais beaucoup dans le social. Je t'ai vu sur une photo dans un centre d'accueil. Je pense que c'était à un orphelinat. Un orphelinat, donc centre d'accueil orphelinat. C'est à Talangaï, un centre d'accueil pour pour toi, ça représente quoi le partage? Moi, je suis une personne, voilà, moi je suis beaucoup dans le partage. Hein. Voilà, moi je me dis juste que quand on a quelque chose, si on peut partager avec les autres, c'est le plus important. Et puis, bon, c'est vrai que les orphelins, c'est des enfants qui n'ont rien demandé. Hein. Ces enfants-là n'ont rien demandé. Et j'aime apporter de l'amour tout simplement, que ce soit à des enfants, à des adultes, peu importe. La preuve, Koyeba Koluka en fait partie. Hein. C'est de l'amour que je souhaite faire partager. C'est vrai que des fois, j'ai pas beaucoup de temps, mais je m'efforce quand même à faire certaines choses parce que j'ai cette compassion, tu vois, j'ai de l'humanisme, quoi. C'est en moi, tout simplement. Pour moi, c'est important de partager avec les autres et pire encore avec des enfants qui n'ont rien demandé à être où ils sont et qui demandent juste, qui ont besoin d'amour et besoin d'avoir un peu de sourire. Ils n'en font pas beaucoup pour être heureux. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas dans la vie? Bien sûr. Je pense qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Tout dépend après de la vision que l'on a. Moi, je prends un exemple. Si tu vas dans un orphelinat et que tu apportes ne fût-ce qu'à boire à un enfant, cet enfant, il est heureux, il est tout content. Mais le fait qu'il se sente content, tu sais pas, peut-être que ça change quelque chose dans sa vie. Peut-être que limite, ça le pousse à espérer en se disant que peut-être que dehors, j'ai quelqu'un demain qui pourrait m'adopter ou voilà. En fait, on se rend pas compte qu'il y a certaines choses sans savoir, certains actes, hein, certaines attitudes que l'on a envers les autres peuvent changer effectivement. Ces attitudes-là ou cette manière de se comporter, on a une influence qui peut faire changer la vie de quelqu'un. Des fois, juste par une phrase, hein, je prends un exemple, je suis avec toi, je te dis non mais tu sais, moi je crois en toi, ton projet c'est quelque chose de lourd, on n'abandonne jamais. Juste cette petite phrase-là peut aujourd'hui changer. Et peut-être que demain, quand tu réussiras, tu diras « Ah oui, c'est parce que cette dame m'avait dit que je devais croire en moi. » Et pour moi, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, par exemple. Donc, pour moi, on ne peut pas tout acheter. Souvent, on dit que l'argent achète tout, mais non. Par exemple, l'argent n'achète pas le bonheur. On peut avoir les dernières baskets, le dernier sac à main, la dernière voiture, mais on n'est pas forcément heureux.
Donc pour moi, non, on ne peut pas tout acheter. Super. Ouais. Moi, cette question-là, j'aime bien et je la pose tout le temps. C'est quoi le juste milieu? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a ceux qui ont fait énormément d'années d'études, 10 ans d'études, mais à la fin, qu'ils se retrouvent ils n'arrivent pas même à joindre le bout du mois. Mais on a ceux-là ou celles-là qui, il suffit juste de se prendre en photo, de mettre sur Instagram, sur TikTok, se faire des vues, avoir des contrats. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'aujourd'hui, ou même, si je ne sais pas si vous avez des enfants. Non, j'en ai pas encore. Alors, pour toi, ton enfant, tu lui diras quoi? Est-ce que l'école d'abord ou moi, je pense parce qu'aujourd'hui, cette société-là est tellement divisée qu'on ne sait pas où se mettre avec l'évolution qui est tellement... Je pense qu'il faut avoir des bases. Des bases, ça veut dire qu'un enfant, tu dois le mettre à l'école, bien sûr, dès petit. Il doit apprendre certaines valeurs qu'on apprend à l'école. Il y a également l'éducation que les parents sont censés donner à l'enfant. Parce que oui, l'école, c'est l'école, mais également l'éducation que la famille, que les parents doivent apporter à l'enfant. Mais à part ça, je pense qu'à un stade où, je prends un exemple, un enfant qui est jusqu'au collège, admettons jusqu'en 3e, il se rend compte que l'école, ce n'est pas fait pour lui. À ce moment-là, maintenant, on a des écoles professionnelles où limite, en fait, ils apprennent pas que de la théorie, mais c'est plutôt pratique. En tout cas, il y en a en Europe, et je pense qu'ici, on a le lycée technique, on a plein de choses. Donc, à un moment donné, je pense que très tôt, on peut déjà savoir si son enfant arrive à faire certaines choses ou pas. Si on voit qu'un enfant a des difficultés, il ne faut pas décrocher l'enfant, ce qu'on appelle le décrochage scolaire. Je n'encourage pas. Plutôt, il faut trouver une solution. Il est encore jeune, il est encore au collège ou au lycée. C'est là qu'on doit mettre la pression. Écoute, il faut avoir un minimum de base parce qu'il faut savoir compter, il faut savoir lire. Et à un moment donné, si on pense que l'enfant n'est pas fait pour faire des grandes études, parce que tout le monde n'est pas doué pour ça, et on ne réussit pas qu'en ayant un bac plus 10 ou un bac plus 15, à ce moment-là, écoute, l'enfant, autant lui dire, écoute, mon fils, commence à faire des stages, commence à trouver des boulots. Comme ça, l'expérience sur le terrain fera que demain, il sera meilleur. Donc pour moi, les études, ce n'est qu'un plus. Parce que oui, ça apporte, on va dire, ça vient contribuer à l'intelligence, parce que bon, on lit des livres, donc on a des repères, ça nous permet de pouvoir nous exprimer, mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça, qui sont juste autodidactes, et juste en regardant des vidéos, des tutos, sont même meilleurs qu'une personne qui aura un bac plus 10 ou bac plus 15. Moi, je pense que tout ce que j'apprends aujourd'hui, c'est pas tout ce que j'ai appris à l'école. L'école, oui, il y a eu la théorie, mais honnêtement, c'est plus toutes les erreurs que j'ai eu à faire pendant mon parcours, qui m'ont permis d'être meilleure demain et de me dire, ah oui, en fait, c'était plutôt comme ça qu'il fallait faire. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui seront amenées à avoir un certain parcours, d'autres personnes un autre, mais après, il faut trouver un juste milieu. Il faut trouver un équilibre. Donc, le juste milieu, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est ce qui fait que, bon, tu arrives quand même à tenir. Mais là, en fonction de chaque personne, je pense qu'on a tous un profil différent et tout est différent. Donc, je pourrais pas dire pour chacun quel est le juste milieu, mais je pense que la définition, elle est personnelle. Qu'est-ce que tu penses des critiques? Plutôt, moi, je parle de critiques constructives. Parce qu'il y a des critiques pour détruire, des critiques pour avancer. Moi, je suis dans les critiques constructives. Quand on me fait une critique, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans la vie privée, je vais en prendre compte pour peut-être que ça m'aide à travailler sur moi-même, parce que tu sais qu'on peut pas s'auto-juger nous-mêmes. C'est des personnes extérieures qui pourront nous dire, ah écoute, toi t'es plutôt bonne dans ça, mais j'ai remarqué que là c'est pas ça, fais attention. Ça, c'est des critiques constructives. Mais si c'est des critiques pour détruire, je suis contre, parce qu'au Congo, on est beaucoup dans les critiques pour détruire. On te critique au lieu de dire à l'autre, critique-le pour qu'il s'améliore, mais ne critique pas pour détruire la personne en disant que lui, de toute façon, limite c'est pour que ton business, limite on tue ton business en disant non, on n'arrive pas à acheter là-bas, parce que au lieu de dire peut-être à ton collègue, écoute mon gars, si tu as fait ça, essaie plutôt de fidéliser tes clients en faisant ça. Allons sur de la critique constructive. Donc la critique, oui, aucun problème. Mais si c'est juste de la critique pour nuire ou pour des idées malsaines, non merci. Mais constructive, oui, bien sûr, je suis preneuse. Pourquoi tu t'étais dit qu'il fallait revenir au Congo? Pourquoi pas rester en France? Déjà parce que le Congo, c'est chez moi. Et parce que je me dis que pourquoi j'irai ailleurs si déjà chez moi, je ne veux pas rentrer. Donc parce que c'est chez moi, j'ai cette attache, je suis née là, j'ai grandi là. Et puis, pour moi, l'Afrique a beaucoup de talent et le Congo, c'est encore un pays vierge. C'est vrai qu'il y a certaines choses
où on est super en retard, mais je pense que voilà, il y a beaucoup à faire. Et les mentalités changent. C'est vrai que ça prend du temps, mais on se rend compte que les mentalités changent. Et que même le gouvernement, malgré les critiques, il y a de l'évolution. Peut-être pas assez rapide, mais il y a des choses qui se font. Donc, au lieu de critiquer, au lieu de se dire on va pas aller au Congo, on va aller ailleurs, aller chez les autres copier et essayer de ramener ce qu'on peut ramener. Aller là-bas, s'inspirer, copier bien sûr dans les bonnes choses, pas les mauvaises. Okay. Copions les bonnes choses, ramenons. Si on peut s'adapter au contexte local, faisons-le. Si on peut créer des choses, faisons-le. N'attendons pas que l'État fasse des choses. Moi, aujourd'hui, je prends un exemple. J'aime aider les orphelins. Ok, peut-être qu'on voit très rarement... on n'a pas, par exemple, d'institutions publiques, admettons, qui se chargent d'aller donner à manger ou des vêtements à des orphelins. Bon, ce n'est pas leur travail, mais je prends un exemple. On sait qu'en Europe, on a souvent des personnes habilitées qui s'occupent des orphelins. Bon, chez nous, on n'a pas ce genre de structure. Mais aujourd'hui, je prends un exemple. Toi, tu as peut-être 2000. Tu peux prendre 500 ou 1000 francs. Tu dis, je vais aller donner à des enfants orphelins. Peut-être je leur achète des beignets, peut-être je leur achète des bonbons et tu partages. Tu vois, tu fais ta part des choses. Tu n'attends pas que quelqu'un le fasse pour dire moi aussi je vais le faire. Donc arrêtons d'attendre que le gouvernement fasse des choses, arrêtons d'attendre que l'État. C'est un peu trop facile. C'est vrai que chacun a sa part de responsabilité, mais si on veut faire quelque chose, arrêtons d'attendre quand ce sera bon. Si on peut faire quelque chose, faisons-le. Voilà, apportons chacun notre pierre à l'édifice, mais d'une bonne bannière. On ne vient pas là pour détruire les autres ou pour gueuler là-bas. Oui, chez nous, ça n'avance pas, mais il y a quand même une évolution. On est en 2022, je pense que même Internet, comparé à Internet il y a 10 ans, comment il y a une évolution. Donc, félicitons aussi souvent voilà, des quelques progrès qu'on voit. Donc voilà, apportons notre pierre à l'édifice, arrêtons de toujours être sur le négatif parce que le Congo a du potentiel et ça va changer. D'accord. Tu as parlé de copie tout à l'heure, je vais revenir sur quelque chose qui m'est arrivé à l'esprit. Oui. Tu suis la télévision assez souvent ou c'est plus téléphone C'est vrai que moi, après, la télévision, c'est plus les informations. De temps en temps, oui, les chaînes, parce que des fois MCR TV, bref, voilà, les chaînes locales. Je prends Télé Congo, parce que bon, il y a souvent des choses importantes, le journal de 20h, et je pense que culture générale, il faut quand même suivre les informations, les chaînes à l'extérieur, mais plus pour le côté informatif. Je suis pas du genre la télé pour la télé, comme regarder des télé-réalités, des choses comme ça, voilà. Sauf si quelqu'un me dit que, bah écoute, il y a une émission importante qui passe ou quelque chose de dynamique, je vais regarder pour m'informer. Mais après, je suis plutôt beaucoup, oui, médias sur le téléphone, mais sur mon téléphone même, j'ai la télé. Donc, je suis quand même, voilà, je suis quand même à l'affût des nouvelles, quoi. En parlant de télé-réalité, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une émission qui a beaucoup fait parler et tout ça. Bachelor Afrique. Ah oui, bon, forcément, je suis quand même obligée d'être au courant parce que bon, on est sur les réseaux sociaux, donc on voit. Mais personnellement, je n'ai pas suivi cette émission. J'ai juste vu des petits bouts, des séquences, voilà. Mais après, bon, je vais pas critiquer. Je pense que la télé fait certaines choses pour vendre. C'est un business, c'est tout à fait normal. Il faut de l'audience, il faut créer du buzz. Et c'est ce que je respecte. On est dans l'audiovisuel, on fait des choses pour avoir de l'audience. On fait pas juste forcément des choses, pas forcément des choses pour plaire à tout le monde. Voilà. Mais après, si on se passe sur cette émission, je suis pas vraiment favorable à des émissions où limite des femmes limite vont devenir ennemies pour un homme. Voilà. Ça, personnellement, ce n'est pas ma vision des choses. Je pense qu'ils pouvaient remixer cette émission d'une autre manière. Maintenant, après, je pense que c'est une émission qui s'est faite déjà à l'étranger. Ils récupèrent juste le concept. Et puis, c'est vendeur. Je pense que tout ça, c'est des scénarios. C'est de la mise en scène. Donc, arrêtons à un moment donné de croire que tout est vrai. C'est du business, tout simplement. Voilà, c'est du business et libre à qui de droit de regarder ou de ne pas regarder, mais c'est du business. Chacun son business. Autre télévision, comment tu te vois dans 10 ans? Bah écoute, dans 10 ans, j'espère être au Congo, déjà. Être au Congo et déjà être dans le social, continuer l'humanitaire, aider les plus démunis parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Chaque fois que je peux le faire, je le fais. Mais dans 10 ans, j'aimerais avoir ma vie de famille, mes activités, mes business. Et bien sûr, continuer à être indépendante, être à mon compte et gérer mes activités. Voilà, dans 10 ans, on peut pas forcément se projeter, mais oui, qu'il y ait toujours une évolution positive. Voilà, si toi et moi on se rencontre dans 10 ans, je te dirais, bah écoute, j'ai créé 5 sociétés, je suis propriétaire de je sais pas, 10 appartements, j'ai ma petite famille. Voilà, c'est ça, qu'il y ait une évolution en fait, qu'il y ait une évolution positive et dire, bah écoute, voilà, que ça évolue de manière positive. On croise les doigts, pour tout le monde, bien sûr. Super.
Aude Fragonard, Voilà. merci de m'avoir Merci à toi, il n'y a aucun problème, c'est un plaisir. Évoqué quelques sujets, on a évoqué surtout ta beaucoup personne, de sujets, je pense, sujets, beaucoup de sujets. Après, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire avec le temps aussi. Oui, et puis il y a de l'évolution. Je pense que chaque année, on a des choses à dire. Si je reviens sur ce plateau dans 10 ans, j'aurai autre chose à raconter. Exactement. Exactement, mais c'était un plaisir. Un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé. Tout le mal que je te souhaite, c'est que ça marche encore plus. Mais des deux côtés, je pense que moi, je souhaite le meilleur à tout le monde, comme à toi. Je pense que voilà, je suis passée dans ton émission aujourd'hui, que ça puisse attirer l'attention de d'autres personnes pour aussi venir s'asseoir et être à cœur ouvert et parler de tout simplement. Et je pense que ça apporte aussi une autre facette de nous, parce qu'on nous voit à travers les médias, mais peut-être qu'il y a certaines choses que les gens ignorent. Donc voilà, c'est un plus pour nous de passer et aussi d'apporter de la force vis-à-vis de toi. Merci beaucoup. Voilà.